Dans ce cours, on va voir les voies de signalisation et de communication intracellulaire qui aboutissent à une activation des mécanismes moléculaires. Comment les cellules communiquent-elles? Donc, les cellules peuvent se communiquer entre deux façons. 1. Via une molécule de signalisation. 2. Via une molécule de signalisation qui est exprimée par une cellule sécrétrice et reconnue par un récepteur qui se trouve sur la membrane d'une cellule cible. Il existe différents types de récepteurs. Des récepteurs dits membranaires qui se trouvent sur la membrane et sont exprimés à l'extérieur de la cellule. Et des récepteurs qui sont intracellulaires qui se trouvent sur la membrane du noyau. Cependant, la plupart des molécules de signalisation sont des molécules hydrophiles qui, par conséquent, sont incapables de traverser la bicouche lipidique. Donc, ces molécules hydrophiles vont reconnaître les récepteurs qui sont exprimés à l'extérieur de la cellule et qui sont accolés à la membrane. Alors, certaines petites molécules hydrophobes peuvent traverser la membrane lipidique et se lier sur des récepteurs qui sont intracellulaires. Donc là, c'est le cas des molécules de signalisation qui sont hydrophobes, donc qui peuvent passer via les phospholipides qui constituent la membrane plasmique. La plupart de ces petites molécules sont pratiquement insolubles en milieu aqueux, donc c'est pourquoi elles sont transportées dès le sang et dans les fluides extracellulaires par des protéines porteuses. En effet, donc, c'est une molécule qui est hydrophobe, elle est transportée dans le milieu extracellulaire par une protéine porteuse. Une fois arrivée dans la cellule cible, elle traverse toute seule la membrane plasmique sans l'aide de canaux, sans l'aide de récepteurs, sans rien du tout. Elle rentre dans le cytoplasme pour y aller se fixer sur le récepteur spécifique qui se trouve sur la membrane du noyau. Les formes de communication des molécules de signalisation qui sont sécrétées sont différentes. Dans la première figure, on voit la communication paracrine. C'est quoi paracrine? C'est que les molécules de signalisation qui sont relarguées par une cellule sécrétrice, dans l'espace extracellulaire, ils vont agir sur un récepteur qui est exprimé par une cellule qui est avoisinante à la cellule qui a sécrété la molécule. Donc, pour la communication synaptique, ça se passe entre une synapse et une cellule cible, et en effet, entre synapse et une autre synapse. Donc ça, par exemple, quand on a l'influx nerveux, il est transporté par l'axone. Une fois arrivé à la synapse, il va sécréter des neurotransmetteurs, ou sinon aussi du calcium. Donc ce calcium, il va être excrété du synapse vers la cellule effectrice. Imaginons que la cellule effectrice est une cellule musculaire. Donc une fois la cellule musculaire, elle va recevoir le neurotransmetteur. Le neurotransmetteur, il va se fixer sur les récepteurs spécifiques qui se trouvent sur la membrane de ces cellules. Donc une fois ces récepteurs vont reconnaître le neurotransmetteur, il va avoir une action par la suite. Pour la communication endocrine, donc endocrine, c'est l'opposé du paracrine. Donc dans ce cas, on a une cellule excrétrice qui va sécréter une molécule. La molécule, elle va y aller via la circulation sanguine et elle va atteindre la cellule cible. Et bien sûr, cette molécule qui est transportée via la circulation sanguine, elle va reconnaître un récepteur spécifique à elle qui se trouve sur la cellule cible. La communication autocrine, c'est une autoactivation. Ça veut dire la cellule elle-même, elle va sécréter une molécule, et elle va s'auto-activer. Cette molécule, elle va re-rentrer dans la cellule qui a sécrété cette dernière et elle va s'auto-activer. Donc, imaginons, on a une cellule. Cette cellule a sécrété une molécule. C'est une molécule de signalisation. Cette molécule de signalisation, elle va y aller chercher le récepteur spécifique. Elle va se fixer.
Donc ce récepteur spécifique, il est exprimé par une autre cellule, qu'on dit une cellule cible. Donc une fois la molécule de signalisation, elle va reconnaître le récepteur, ce complexe, il va avoir un signal. Donc ce signal, il peut être soit un signal de différenciation, soit un signal d'apoptose, soit un signal de prolifération de la cellule cible. Quand la molécule de signalisation, c'est un facteur mitogène. Donc, si on prend un exemple de facteur mitogène, ça veut dire un facteur de croissance. Okay? Donc ce facteur mitogène, il va avoir un effet d'activation du cycle cellulaire. Donc effet final de prolifération. Ce facteur mitogène, il va en effet activer la cellule qui est en sénescence, qu'elle rentre dans le cycle cellulaire. Donc il va laisser passer la cellule de la phase G0 à la phase G1. Donc, quand la molécule de signalisation, c'est un signal de mort, donc cette molécule, elle va reconnaître son récepteur spécifique qui est exprimé par la cellule cible. Une fois le complexe est fait, normalement, la cellule doit être programmée à la mort cellulaire qu'on appelle apoptose. Sinon, si par exemple on est dans le cas d'une réaction immunitaire, on sait très bien que les cellules immunitaires sont stockées dans les organes lymphoïdes secondaires sans la forme immature. Donc si on a besoin de cellules immunitaires, les cellules infectées vont en effet sécréter des protéines immunitaires qui vont y aller stimuler ces cellules immatures à se différencier pour qu'elles soient matures, pour qu'elles soient fonctionnelles à la défense. Donc ça, c'est un signal de différenciation. Sur cette diapo, on va voir les types des récepteurs à activité enzymatique intrinsèque. Que veut dire activité enzymatique intrinsèque? Ça veut dire quand le récepteur va reconnaître son ligand, ce complexe, il va stimuler la partie intracellulaire du récepteur pour réaliser une activité enzymatique. Donc intrinsèque, ça veut dire à l'intérieur de la cellule. Donc en effet, il y a différents types de récepteurs. Donc on voit des récepteurs à activité tyrosine kinase qui sont les récepteurs PTK. Récepteurs à activité tyrosine kinase, ça veut dire que ce sont des récepteurs qui se basent sur une phosphorylation, c'est l'ajout du groupement phosphate. Ou des récepteurs à activité sérine thréonine kinase, donc ils se basent sur la phosphorylation de seulement des groupements sérine et thréonine. Des récepteurs à activité tyrosine phosphatase. Donc phosphatase, c'est l'inverse de la kinase. Ça veut dire qu'il se base sur une activité qui va déphosphoryler. Ou à activité guanylate cyclase. Donc la guanylate cyclase, en fait, ça se base, pour avoir la phosphorylation en effet, leur activité se base sur la guanine. Donc, quand on parle de tyrosine kinase, de sérine thréonine kinase, on parle de phosphorylation. Cette phosphorylation, elle vient d'où? Elle vient de l'énergie, de l'ATP. Donc, l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate. Donc, cette adénosine triphosphate, elle va s'hydrolyser pour avoir justement de l'AMP plus deux groupements PI, PI, PI. Dans le cas de l'activité guanylate cyclase, on se base sur une énergie qu'on appelle GTP. Donc ATP, c'est l'adénosine triphosphate et GTP, c'est justement la guanine triphosphate. Cette guanine triphosphate, c'est elle qui va s'hydrolyser pour donner un G1P et deux groupements phosphate PI-PI. Sur cette figure, on voit juste un schéma des différents récepteurs, que ce soit les récepteurs protéine kinase ou protéine tyrosine kinase, la tyrosine phosphatase, la guanylate cyclase ou la sérine thréonine kinase. Donc là, on voit ces différents types de récepteurs qui ont une activité enzymatique intrinsèque. Sur cette figure, on voit les types des récepteurs justement à activité tyrosine kinase. Donc dans la figure qui suit, dans un tableau, on va essayer de voir quel est
leur ligand justement et quelle est leur action par la suite. Donc juste pour résumer cette figure, là on voit que tous les récepteurs ont une partie extracellulaire. Cette partie, c'est elle qui va reconnaître le ligand, après une partie transmembranaire et après une partie intracellulaire. Et c'est la partie intracellulaire qui est responsable de la transduction du signal, de la phosphorylation, ok? Ou sinon de la déphosphorylation. Suite à la figure précédente, là on a un tableau qui présente le ligand, le récepteur spécifique et l'action. Donc si on prend l'exemple de l'EGF, qui est justement une molécule comme un facteur de croissance, qui va reconnaître son récepteur spécifique, récepteur à l'EGF, qu'on appelle EGFR. Donc, la formation de ce composé entre EGF et EGFR va aboutir à une transduction de signal. Ce signal, c'est un signal de prolifération de nombreuses cellules du corps. Donc si on prend IGF1 et 2, ces deux ligands peuvent reconnaître un seul récepteur, c'est IGF1R, qui par la suite, la transduction du signal induit la croissance cellulaire et la survie. Le 1GF, c'est un facteur de croissance pour les cellules nerveuses, reconnaît le 1GFR et stimule la croissance cellulaire et la survie de nombreux neurones. Le PDGF, c'est un facteur de croissance des plaquettes, reconnaît son récepteur spécifique, c'est le PDGFR, et du coup, le complexe stimule la croissance, la survie, la prolifération de nombreux types cellulaires. Donc le MCSF, c'est un facteur de croissance des macrophages et des monocytes, se fixe sur son récepteur spécifique, c'est le MCSFR, et stimule la prolifération des macrophages, monocytes et leur différenciation. Le FGF, c'est un facteur de croissance des cellules fibroblastiques, reconnaît son récepteur spécifique, c'est le FGFR, et du coup, le complexe va stimuler la prolifération de nombreux types cellulaires et inhibe la différenciation de certains précurseurs cellulaires. En ce qui concerne le mécanisme d'action d'un récepteur tyrosine kinase, donc le récepteur, quand il n'est pas stimulé par un facteur de croissance, il est monomère, donc il est tout seul. Une fois il y a la fixation du PDGF, ou d'un facteur de croissance sur le récepteur il va se dimériser. Dimériser, ça veut dire il va appeler un autre récepteur pour que le complexe soit formé de deux récepteurs et deux ligands. Donc c'est ce qu'on appelle la dimérisation. La dimérisation d'un récepteur à activité tyrosine kinase reflète leur activité. Ok? Donc après la dimérisation du récepteur, il y aura la transduction de signal. Cette transduction de signal est passée justement dans le milieu intracellulaire ou dans la partie intracellulaire du récepteur. Et ça, cette activation est médiée par une activité kinase. Donc c'est une phosphorylation du domaine intracellulaire justement de ce récepteur. Cette activité tyrosine kinase va passer à une autophosphorylation et cette autophosphorylation généralement est réalisée par des protéines kinases qui sont fixées dans la partie intracellulaire du récepteur. Donc, un récepteur tyrosine kinase, quand il est non actif, il est non phosphorylé. Donc, sous l'action d'une kinase, l'ajout d'un groupement phosphate, il va être phosphorylé. Cette phosphorylation veut dire l'activation du récepteur. Donc, quand le récepteur est inhibé après leur activation, il faudra justement l'action d'une phosphatase qui va enlever et éliminer le groupement phosphate pour que le récepteur soit inactif.
Donc, en résumé, la fixation d'un ligand sur un récepteur tyrosine kinase va induire sa démérisation. La démérisation du récepteur à tyrosine kinase après fixation du ligand spécifique donc reflète l'activation. Cette activation, elle va se traduire par une transduction de signal dans le domaine intracellulaire du récepteur. Ce domaine, il va s'autophosphoryler. Donc, il y a des domaines qui sont différents dans cette partie intracellulaire. On peut distinguer un domaine SH2 ou un domaine PTB. Ces deux domaines sont responsables de la fixation de d'autres protéines kinases qui, à leur rôle, vont réaliser la transduction du signal pour autres protéines jusqu'à ce qu'on arrive au noyau. Donc, si on prend l'exemple de la MAP kinase, on se rappelle que dans le domaine intracellulaire, il y a justement l'activation de RAS ou de RAF. Après RAS, RAF vont transmettre le groupement phosphate à MAPKKK, après MAPKK, après MAP kinase, et après justement le passage dans le noyau pour la régulation des gènes. Après l'autophosphorylation dans le domaine SH2 par exemple, ce domaine SH2 va recruter une protéine kinase médiateur qui a un domaine SH2 aussi, parce que c'est grâce à ce domaine qu'il y aura une fixation entre la protéine qu'on appelle médiateur et justement le groupement phosphate qui est lié dans le domaine intracellulaire du récepteur. Donc là, on va avoir induction de la cascade d'activation en milieu intracellulaire. Le recrutement de cette protéine kinase qu'on appelle médiateur dépend de la voie de signalisation qui va s'activer par la suite. Donc on peut avoir une voie de signalisation MAP kinase ou une voie de signalisation PI3K-AKT. Les deux voies de signalisation vise une activation de facteurs de transcription et une expression de gènes et après une prolifération ou une survie cellulaire. Si on commence par la voie PI3K-AKT, donc cette voie, elle va être initiée par justement le recrutement du médiateur. La protéine médiateur, c'est quoi dans ce cas? C'est une protéine qu'on appelle PI3K. Cette protéine PI3K, elle est constituée de deux sous-unités, une sous-unité dite régulatrice et une sous-unité dite catalytique. La sous-unité régulatrice est la sous-unité P85. Pourquoi régulatrice? Parce que cette sous-unité P85 a un domaine SH2. C'est grâce à ce domaine SH2 qui va reconnaître justement le groupement phosphate qui se trouve dans le milieu intracellulaire du récepteur PDGF par exemple, qu'il y aura l'activation de la protéine PI3K. Et du coup, la protéine PI3K elle va être phosphorylée. Après, suite à la phosphorylation de la protéine PI3K, cette dernière, grâce à sa sous-unité catalytique, qui est la P110, elle va transmettre cette phosphorylation à autres protéines qu'on verra dans d'autres diaporamas. Donc la protéine PI3K-AKT, après qu'elle soit phosphorylée, elle va changer de conformation pour qu'elle puisse justement induire la transduction du signal pour continuer sa cascade de phosphorylation. Donc la voie PI3K-AKT vise à activer deux protéines, PDK et AKT. Mais nous commençons par la protéine PI3K, qui est celle qui porte les groupements phosphates. Donc la protéine PI3K va éventuellement transmettre ces groupements phosphates aux phospholipides membranaires. Là, on voit par exemple, on a le P2 et le P3. Donc les P2, P3, ce sont les phospholipides membranaires, vont être phosphorylés. Après, ces deux derniers, une fois phosphorylés, vont transférer les groupements phosphates à deux protéines. Une protéine appelant PDK et une protéine AKT.
ce schéma présente la voie PI3K-AKT. Donc, si on commence par le récepteur est dimère, ça veut dire qu'il est actif, il a reconnu son ligand spécifique. Le récepteur, après une dimérisation, il va s'auto-activer dans le milieu intracellulaire. Cette auto-activation, c'est une phosphorylation. Cette phosphorylation, elle va aboutir à une activation d'une protéine dite médiateur. Okay. Donc cette protéine médiateur d'un domaine SH2. Donc là, on a dans ce cas une protéine IRS. Cette protéine IRS, c'est elle qui a un domaine SH2 qui va reconnaître la sous-unité régulatrice P85 de la protéine PI3K. Donc une fois la protéine PI3K activée par la phosphorylation de la IRS, donc cette activation va permettre à la protéine PI3K de transférer la phosphorylation à PI3. Ok, PI3, ce sont justement les phospholipides membranaires. Les phospholipides membranaires, 3 en gros, vont être phosphorylés, tout simplement. Donc cette phosphorylation des phospholipides membranaires, ils vont induire l'activation d'une protéine PDK et après d'une protéine AKT. Une fois AKT activée, qu'est-ce qui va se passer? AKT peut en effet activer MDM2 pour que MDM2 inhibe P53 pour qu'il n'y aura pas un arrêt du cycle cellulaire, ni d'apoptose, ni de réparation d'ADN. Donc AKT peut en effet activer mTOR, mTOR qui à son tour, elle fait la prolifération cellulaire. AKT peut inhiber GSK, et GSK du coup une fois inhibée, elle laisse le cycle cellulaire. AKT peut activer la voie NF-κB, dont la voie NF-κB inhibe toute voie d'apoptose. Et en effet, elle inhibe BAD et elle inhibe FKHR. Donc BAD, FKHR, ce sont des voies de signalisation qui induisent à l'apoptose. Donc en gros, la voie PI3K-AKT qui cible l'activation de la protéine AKT, le rôle de l'AKT, c'est d'inhiber toute voie d'apoptose, d'inhiber toute voie d'inhibition du cycle cellulaire et d'activer et favoriser la prolifération et la survie cellulaire. Donc, AKT induit la prolifération cellulaire via différentes façons. Elle induit l'activation du cycle cellulaire et donc la prolifération cellulaire. Elle active des facteurs de transcription qui vont permettre l'expression de gènes impliqués dans la prolifération. Et donc là, c'est le cas de la protéine mTOR. Et elle bloque l'apoptose et elle bloque toute voie qui bloque en effet le cycle cellulaire. Une des voies que vise AKT, c'est la voie NF-κB. NF-κB, c'est une voie de prolifération cellulaire. Donc au début, NF-κB, quand il n'est pas activé, il est inhibé par la protéine IKB et il se retrouve au cytoplasme. Une fois la voie de signalisation PI3K-AKT est activée, l'AKT va induire la phosphorylation de l'IKB. Une fois l'IKB phosphorylé, il va se dégrader. Et une fois IKB dégradé, donc NF-κB va être libéré. Donc cette libération va induire à la migration de cette protéine dans le noyau et la régulation de l'expression des gènes responsables de la prolifération cellulaire. Donc ce schéma explique justement l'activation de la voie PI3K-AKT et après l'activation de la voie NF-κB. Donc après que les phospholipides membranaires sont phosphorylés par la protéine PI3K. Il y aura l'activation de la protéine PDK qui à son tour phosphoryle la protéine AKT. AKT va induire la phosphorylation du facteur IKK. IKK, il va réaliser la phosphorylation de l'IKB. L'IKB, une fois phosphorylé, il va être dégradé. Après sa dégradation, il y aura la libération du facteur NF-κB.
Libération d'une NF-kappa B va induire à sa migration dans le noyau et après justement la régulation de l'expression des gènes qui sont responsables pour le déroulement du cycle cellulaire. Sur cette figure, on voit dans quel cas NF-kappa B est activé et après qu'il soit activé, qu'est-ce qu'il peut réaliser. Ok, donc là on voit qu'il peut être activé lors d'une activation d'une réaction immunitaire à la libération des cytokines, lors d'une surexpression de récepteurs de croissance, ça veut dire là c'est une prolifération, lors d'une infection, lors aussi de cancer, l'activation des oncoprotéines, etc. Donc après qu'il soit activé, il va viser soit une voie de survie cellulaire, soit une activation d'une réponse immunitaire qui est de type 1, ça veut dire une inflammation, soit l'adhésion, l'invasion et la métastase, soit l'angiogénèse ou la prolifération cellulaire. Donc en gros, si on prend l'exemple, si on est dans un cas de tumeur, généralement quand il y a une tumeur, ça veut dire qu'il y a une surexpression ou une suractivation anormale d'une prolifération d'une cellule anormale. Donc s'il y a une suractivation des voies de signalisation qui aboutissent à la prolifération de cette cellule anormale, ça veut dire c'est sûr qu'il y a une suractivation de la protéine NF-kappa B. Après l'activation de la protéine PI3K-AKT et l'activation de la prolifération cellulaire, il faut que cette voie soit régulée. Parce qu'on sait très bien, une suractivation d'une voie de signalisation de prolifération, ça veut dire que c'est une tumeur. Donc il faut l'inhiber, il faut le contrôler, en fait, pour garder une bonne homéostasie du corps. Comment on la contrôle? C'est par l'activation d'une protéine PTEN. La protéine PTEN, c'est une phosphatase. Donc elle va tout simplement enlever tous les groupements phosphates des phospholipides et de la protéine PDK qui sont phosphorylés. Elles vont enlever tous ces groupements phosphates. Donc une fois ces protéines et ces phospholipides ne sont pas phosphorylés, ça veut dire que la protéine AKT n'est plus phosphorylée et du coup n'est plus active. Et il n'y aura plus de signal de prolifération cellulaire. Donc la protéine PTEN, elle a un nom d'une protéine suppresseur du tumeur, parce que c'est une protéine qui est très cible, elle est utilisée dans la thérapie ciblée du cancer du sein. Ça inhibe toute voie, bon pas toute voie, c'est juste la voie de PI3K-AKT, elle l'inhibe dans le cas d'une surexpression ou d'une suractivation. La voie de signalisation MAP kinase est une voie de signalisation de prolifération ou d'activation d'une réaction immunitaire. Elle se divise en plusieurs sous-familles. La voie ERK 1 ou 2 et la voie JNK. Donc l'activation de ces différentes voies dépend du type cellulaire et du type du signal extracellulaire impliqué. Ça veut dire qu'elle dépend du ligand qui va se fixer sur son récepteur spécifique. Si c'est un ligand qui est un facteur de croissance, ça pourrait être la voie ERK. Si c'est le ligand, c'est une protéine immunitaire, ça pourrait être la voie JNK. Sur ce diaporama, on voit la cascade justement des protéines qui sont responsables de la réalisation de la voie MAP kinase. Donc en gros, quand on a un stimuli, on va avoir un activateur. Donc l'activateur, c'est lui qui a un domaine SH2 ou PTB. Dans ce cas, l'activateur il peut être RAS ou RAC. Donc l'activateur, il va réaliser la transduction du signal, ça veut dire la phosphorylation à une autre protéine. Cette protéine, elle va être phosphorylée 3 fois, MKKK. Donc elle peut être soit RAF ou MECK1. Cette protéine, elle va encore aboutir à une double phosphorylation MKK. Donc ça peut être MKK1 ou MKK4. Jusqu'à ce que, vraiment, on active une protéine spécifique de la voie MAP kinase qui est ERK 1 ou 2 ou sinon JNK. Donc après la fixation d'un ligand, d'un facteur de croissance sur le récepteur tyrosine kinase, ce dernier il va se dimériser. Après il va s'auto-phosphoryler dans le domaine intracellulaire.
Donc encore, c'est la même chose, comme la protéine PI3K. Aussi, la voie MAP kinase, elle va aboutir à une activation des protéines qu'on appelle adaptateurs. Donc cette protéine adaptateur, elle est GRB2. Ok, cette GRB2, elle a deux domaines, un domaine SH2 et un domaine SH3. Donc là, ça c'est juste par rapport à la structure protéique. Il faut avoir des domaines spécifiques pour que les autres protéines puissent se fixer sur ce domaine. Ok? Donc la protéine GRB2 après, elle va aboutir à l'activation d'une protéine qu'on appelle SOS. Et on va voir dans le diaporama qui suit la cascade, comment est activée. Donc après le recrutement de GRB2, GRB2 va être phosphorylée. Donc GRB2, elle va aboutir aussi à la phosphorylation de la protéine SOS. Ensuite, il faut passer à la protéine RAS. Donc la protéine RAS étant inactivée, elle est liée à une molécule GDP. Ok? Donc la protéine SOS, elle va phosphoryler RAS. Donc elle va ajouter un groupement phosphate à RAS. Donc si on ajoute un groupement phosphate à RAS, donc on va avoir RAS GDP plus PI, ça va nous donner RAS GTP. Ok? Donc RAS GTP, elle va être active. Et par la suite, c'est elle qui va transférer le groupement phosphate à autre protéine. Suite à l'activation de RAS, RAS va activer RAF. Ok? Et l'activation, on est d'accord, c'est une phosphorylation. Par la suite, RAF va phosphoryler la protéine MKK1 qui était inactive. Donc elle va devenir active après phosphorylation. Après la protéine MKK1 phosphorylée, va phosphoryler à son tour la protéine ERK1 et 2. Ok, elle va devenir active. Une fois cette protéine active et phosphorylée, elle va migrer dans le noyau. Dans le noyau, ERK phosphorylé, il va phosphoryler à son tour le facteur de transcription EALK1 et EALK1 va réguler l'expression du gène CFOS. Donc en résumé, l'activation de RAS va induire à la phosphorylation de RAF, après la phosphorylation de MKK1, après la phosphorylation de ERK1-2 et après l'activation de ELK1. Ok? Donc, en effet, pour la voie JNK, on a la voie qui est parallèle. Donc, il faut activer RAC. Ok? RAC étant inactive, elle est liée à une GDP. Donc, une fois phosphorylée, elle va devenir RAC GTP. Donc, elle va devenir active. La phosphorylation de RAC va induire à la phosphorylation de MEKK1. Cette dernière va phosphoryler le MKK4. Cette dernière va activer la protéine JNK et la protéine JNK à son tour migre dans le noyau pour activer le facteur de transcription c-Jun. Les facteurs de transcription c-Phos ou c-Jun, une fois migrés dans le noyau, vont réguler l'activation du gène AP1. On verra par la suite quel est le rôle de AP1. Donc AP1 a un rôle justement dans la régulation de l'expression du gène de la cycline D. Ok? Donc si AP1 est actif, il y aura l'expression des cyclines et surtout la cycline D et du coup c'est l'activation du cycle cellulaire. En résumé, quand on a une dimérisation et une activation d'un récepteur tyrosine kinase, on peut avoir deux voies. La voie PI3K-AKT, qui active le facteur NF-κB et que ce dernier, il va augmenter la quantité des cyclines. Donc, c'est une prolifération cellulaire. En parallèle, on peut avoir la voie MAP kinase. Dans cette dernière, il y a deux sous-voies, soit la voie JNK ou la voie ERK. Donc, si on a JNK, on a la phosphorylation de c-Jun
Et si on a ERK, on a l'induction de C-FOS. Donc ces deux derniers, en fait, C-Jun et C-FOS, ce sont des facteurs de transcription pour justement le facteur AP1. Et AP1, à son tour, c'est un facteur de transcription qui induit l'expression de la cycline D. Donc les deux voies, leur finalité, c'est une activation du cycle cellulaire et l'induction de la prolifération de la cellule. Donc là, on voit si on a un problème dans l'activation de la voie de signalisation MAP kinase, comment elle peut aboutir à une évolution d'un cancer. Donc si on a une mutation dans la séquence qui produit justement, qui produise RAS mutée, donc elle est auto-active, elle est toujours active. Si RAS est toujours active, ça veut dire toute la cascade derrière est toujours active. Donc la voie MAP kinase est suractivée, elle n'est pas contrôlée, du coup il y a toujours de prolifération cellulaire. Une fois il y a toujours de prolifération cellulaire, il n'y a pas d'homéostasie, donc on peut avoir un cancer par la suite. Donc on va voir les récepteurs aux cytokines. Les récepteurs aux cytokines n'ont pas d'activité kinase intra-5. Ils sont associés à des protéines kinases cytoplasmiques. Donc les cytokines sont des petites protéines qui contrôlent la réponse immunitaire. Elles peuvent induire différentes réponses biologiques, une inflammation, une prolifération ou une différenciation des cellules immunitaires. Donc les études sur les voies de signalisation suite à une stimulation par un récepteur aux cytokines ont permis de caractériser la voie qu'on appelle JAK-STAT. Donc on verra par la suite comment une cytokine elle peut activer un récepteur spécifique et elle peut activer par la suite la voie JAK-STAT. Donc là, on va prendre un exemple de la fixation d'un interleukine 6 sur son récepteur spécifique. Donc chaque récepteur à cytokine, il est monomère encore, il est lié à une protéine qu'on appelle JAK dans son domaine intracellulaire. Donc une fois il y a la fixation du cytokine interleukine 6, cette fixation elle va induire encore à la démérisation du récepteur. Donc cette démérisation du récepteur va induire l'activation des protéines JAK dans le domaine intracellulaire. Donc les deux protéines JAK vont se démériser et s'autophosphoryler. Donc ils vont induire une phosphorylation et après on verra quelle est la cascade de phosphorylation qui va être induite par la suite. Donc après que les deux protéines JAK sont activées, ils sont phosphorylés, ils vont justement activer une protéine qu'on appelle STAT. Donc la protéine STAT, c'est une protéine qui est recrutée au niveau du promoteur via son domaine de SH2. Donc une fois la protéine STAT, qui est STAT3, elle est phosphorylée, justement, elle va se démériser elle aussi pour y aller directement dans le noyau. Donc, on a dit, après l'activation de JAK, la protéine JAK, elle va phosphoryler la protéine STAT. La protéine STAT va se démériser et elle va directement y aller dans le noyau pour réguler justement des séquences, l'expression des séquences qui sont responsables d'une réaction immunitaire ou d'une prolifération ou d'une différenciation cellulaire.